Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. Aujourd'hui, c'est un voyage dans la vallée du Rhône que nous vous proposons. De Lyon, l'une des plus belles villes de France, au Mont Ventoux, le géant de Provence, vous serez enchantés par le patrimoine exceptionnel de cette vallée. À Lyon, perchée sur sa colline, la grande basilique de Fourvière n'aura plus aucun secret pour vous. Ça y est, Diana, on arrive sur le toit cette fois. À flanc de coteaux, sur les terrasses du vignoble de Côte-Rôtie, vous découvrirez comment cette prestigieuse appellation perpétue un savoir-faire séculaire. Et puis regarde cette vue. Oh, c'est incroyable. La vallée du Rhône vous dévoilera tout au long de son majestueux fleuve une infinité de trésors. Châteaux, gastronomie, sites exceptionnels, tout y est. Embarquez avec les amoureux de cette vallée pour une balade aussi grandiose que savoureuse. On est seul au monde. Hein. Ah bah moi je peux te dire que je suis bien là. Notre voyage en vallée du Rhône débute à Lyon. Entre Rhône et Saône, l'ancienne capitale des Gaules s'est établie ici il y a près de 2000 ans. Riche de son passé et de son cadre de vie, la cité rhodanienne est devenue une destination incontournable pour les amoureux du patrimoine. Comme Diana Goshgarian, née sur les rives du Rhône, la jeune femme partage quotidiennement sa passion sur son blog entièrement dédié à Lyon, sa ville de cœur. Je suis tombée complètement sous le charme de cette ville qui est à la fois super dynamique et très agréable à vivre. Il y a des endroits où c'est coloré, où ça ressemble à l'Italie. Il y a d'autres endroits où ça ressemble à de tout petits villages français. Et puis finalement, on n'a jamais fini de découvrir Lyon. Ce matin, Diana nous emmène à la rencontre de Charlotte Lejeune, guide conférencière à Lyon. Je t'emmène découvrir un lieu tout à fait emblématique ici à Lyon, la basilique de Fourvière. Pour y accéder, rien de tel que d'emprunter la ficelle, son légendaire funiculaire. Ça fait longtemps qu'il existe le funiculaire? Ah oui, en 1900, il a été installé. Ah oui, quand même. Parce que comme on a des collines et qu'on n'aime pas les grimper à pied, eh bien dès le 19e siècle, on a déjà eu des installations de funiculaires. Celui-là, il est particulier. C'est une ficelle qui le tire. Enfin, c'est un gros câble. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la ficelle. La ficelle dépose les deux jeunes femmes au pied de la basilique. Sublime. Et voilà, la basilique de Fourvière. La basilique Notre-Dame de Fourvière doit sa construction au vœu exaucé des Lyonnais d'épargner leur ville de l'invasion des armées prussiennes en 1870. Elle est entièrement dédiée à Marie, la Vierge protectrice des habitants de la cité. Alors, cette église, elle a quand même un aspect un petit peu particulier. Tu vois deux tours face à toi, Oui. des créneaux, un chemin de ronde tout au-dessus. Ça fait penser à quelque chose? Ouais. Peut-être un château? Une forteresse. Les anges ont des épées et on va protéger Marie de cette façon-là. Comme elle nous protège. Comme elle nous protège.
pharaon, n'est-ce pas? Impressionnant. Et il y a beaucoup d'or. Oui, c'est de la feuille d'or sur la pâte de verre, sur les murs. Et donc on célèbre Marie dans les grands panneaux qui sont de chaque côté, les statues, les vitraux aussi. Et une peinture, une seule. Regarde, elle est ici. Ah oui, on la remarque pas en arrivant. Et non, elle est bien cachée. En fait, elle est plus vieille que la basilique. Elle a été commencée en 1832 suite à l'épidémie de choléra. L'épidémie s'arrête, il faut remercier Marie et on lui a promis un tableau. Tu la vois sur son siège, hein, l'enfant sur les bras. Elle jette son voile sur la ville de Lyon, représentée par cette femme habillée avec ce vêtement vert. Et puis l'animal du lion, hein, bien sûr. Qui dort au pied de Marie. Oui, tout à fait. Donc les Lyonnais sont très attachés à elle. Oui, et l'importance de la statue dorée en témoigne finalement. Ouais. C'est un phare pour les Lyonnais. Alors on va la voir depuis les toits. Et oui. Pour accéder au toit, il faut gravir les 400 marches de la tour sud-est. À mi-chemin de l'ascension, Charlotte propose à Diana un tout autre point de vue sur la grande nef. C'est une très 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 belle vue que tu as. Ouais, alors là on voit toute la nef. Ouais, cœur, c'est magnifique. Les anges musiciens. On est derrière eux là, on est derrière eux. Et on voit très bien là du coup toutes les mosaïques. C'est sublime. Ça y est Diana, on arrive sur le toit cette fois. Un petit privilège pour Diana, car seules les personnes accompagnées d'un guide ont la chance de découvrir ce panorama. Oh là, mais on a une vue incroyable sur Lyon. Une vue à couper le souffle. Je te présente quand même Notre-Dame. Elle est là, la fameuse. Elle est là. Là, tu ne seras jamais aussi proche d'elle là. Hein. Ah ouais, elle est toute près. Eh bien, elle est à l'origine de notre plus importante célébration ici à Lyon. La fête des Lumières. Tout à fait, tout à fait. Une fête devenue désormais un véritable événement populaire et artistique tous les 8 décembre. Ici à Fourvière, au 19e siècle, on dit que c'est la colline qui prie. Si on retraverse la Saône, tu vois que ça grimpe, c'est l'autre colline de Lyon. La Croix-Rousse, c'est la colline qui travaille. À partir du XVIIIe siècle, la Croix-Rousse devient le fief des canuts, des ouvriers tisserands de la soie à l'esprit révolutionnaire qui constituent dans ce quartier toujours populaire une communauté solidaire. Certains d'entre eux travaillaient et logeaient dans cette remarquable cour, un autre symbole fort du passé lyonnais. Nous voilà dans la cour des Voraces. Et depuis cette cour des Voraces, nous allons ensemble trabouler. On a remplacé les rues par des passages au travers des cours d'immeubles. Et la traboule dans laquelle on est maintenant, c'est une traboule du 19e siècle, avec ce grand escalier monumental vraiment très unique. Ah oui, qu'est-ce qu'il est imposant. Alors, est-ce que c'est ça, les fameux immeubles des canuts? Tout à fait, c'est ça. Ils s'y installent à partir du 19e siècle pour des raisons, on va dire, un peu techniques. C'est que le métier à tisser a évolué. Il leur faut beaucoup plus d'espace, surtout beaucoup plus de hauteur. Et des immeubles sont construits ici qui sont adaptés. Imagine, derrière toutes ces fenêtres, 20, 30, 40 métiers à tisser. Qui devait bien résonner dans la cour. Ce n'est pas ce silence-là. Hein. Par là. En 1890, la colline de la Croix-Rousse comptait 40 000 métiers à tisser, autant que d'habitants. Aujourd'hui, quelques passionnés de cette grande époque sont les gardiens de cette mémoire. Comme Michel Rodari, il perpétue encore aujourd'hui les gestes ancestraux des canuts. Bonjour, bonjour Anne-Marie, bonjour Michel. Bonjour. On est heureux de vous accueillir dans cet atelier qui est un atelier d'origine de canuts.
qui fonctionnaient dans les années 1890, même avant, et qui n'ont pratiquement pas bougé. On a voulu les garder dans ce même état pour pouvoir montrer au public ce que c'était qu'un atelier de canut. À l'époque, les canuts logent avec toute leur famille dans leur atelier. Au centre de la pièce, l'imposant métier à bras jacquard côtoie les pièces d'habitation. Je t'emmène dans la pièce cuisine et salle de bain en même temps. Pièce d'eau. Tu as encore le vieil évier. Donc on pouvait faire sa toilette dans l'atelier. Finalement, c'était ça. Tu n'avais pas de séparation, vie privée et vie de travail. On peut monter aussi là-haut pour voir la soupente. J'adore cet endroit. Donc c'est là que dormait toute la famille? Exactement. Et parfois même les apprentis. On cohabitait tous dans cette pièce-là. Donc quand tu parlais de conditions de vie des canuts qui n'étaient pas forcément extrêmement luxueuses, je comprends mieux. Michel est à l'œuvre. C'est une agréable musique, ouais. Liste en claquant. Alors, c'est le fameux bis en claque pan. Le tisseur était devant son métier. Bis, tan, claque, pan. Et ça, c'est le bruit qu'on entendait dans la Croix-Rouge quand tous les métiers tournaient. Et quand j'étais jeune, ce qui était très drôle à cette époque, c'est que les ateliers étaient ouverts et on avait le droit de sortir, de mettre son nez à travers la porte pour voir un petit peu ce qui se passait. Voilà. Si vous voulez, vous allez voir un petit peu ce que c'est que le tissage. Avec plaisir. Voilà. Bon, alors, c'est la pédale, bien. je Allez. pousse, je tire, je Allez, rabarre. allez. Ok. Allez, hop, on appuie, en arrière. Parfait, voilà. Vous tapez et vous relâchez. Ben voilà. C'est bon? Vous Bon, m'embauchez? alors je vous embauche, ça nous fera plaisir parce qu'on manque de personnel. Ah, génial. Pour quitter les collines de Lyon, il suffit de suivre le lit du Rhône, en se laissant emporter plus au sud, vers celle de la petite commune d'Ampuis, la capitale du vignoble de Côte-Rôtie. Sur ces prestigieux coteaux, Diana nous emmène découvrir le domaine de Julien et Anna Barge. Julien est aujourd'hui l'héritier d'une famille qui travaille ce terroir mondialement connu depuis 1860. Le petit train à crémaillère, installé par le père de Julien, lui est bien utile aujourd'hui pour gravir sa parcelle de 4 hectares de vignes. Car à cette époque de l'année, le travail sur ces pentes abruptes consiste principalement à attacher les rameaux de vignes en pleine croissance. On est arrivé? Ça s'est bien passé le voyage? Merci. Bah oui, c'est insolite comme expérience. Voilà, alors ça c'est la paille traditionnelle. On va aller attacher la vigne avec. Tu viens l'accrocher autour de la taille. Voilà. Comme ça? Très bien. Super. Et après ça tient. Ok, là tu es toute prête pour venir attacher de la vigne. On y va? Ouais, on y va. C'est magnifique. Donc là, vous cultivez quel cépage? C'est le Syrah. C'est un cépage qui fait du vin rouge. Pas trop compliqué de travailler sur un terrain aussi pentu? Grâce au travail monumental des Romains, je dirais que non. Tous ces murs en pierre sèche ont été construits au début par les Romains et ont permis d'accumuler la terre, de maintenir la terre et de donner vie à de la vigne, à des plantes en fait, de les nourrir. On dit que c'est un des plus vieux vignobles de France qui a à peu près 2400 ans d'histoire. D'accord. C'est vraiment notre patrimoine. Là, on est sur une terrasse qui est pendue sur un rocher. Je voulais te montrer ça parce que ça, c'est vraiment un travail que je trouve extraordinaire. Oui, là, ça tombe presque à pic. Donc là, ils ont mis les pierres sur le rocher. Il n'y a pas de ciment, c'est juste du calage. Et ça permet, tu vois, d'agrandir la parcelle, de faire cette grande terrasse qu'on a derrière nous. C'est incroyable de se dire que tout ça, ça a 2000 ans. Ah ouais, ça c'est sûr que C'est super beau. on n'en fait C'est plus des comme ça. incroyable. Et puis regarde cette vue. C'est incroyable. Des cailloux empilés de partout, comme c'est beau. Ouais. C'est des paysages qui sont complètement typiques de cette région. La carte postale de Côte-Rôtie, c'est ça. Les terrasses, les ceps tout verts au milieu d'un terrain aride. Il faudrait que tu viennes me donner un coup de main, ça nous portera chance, à attacher de la vigne en bas. Ça te Allez, dit? je te suis. On marche au milieu de champs Des de coquelicots, coquelicots. là. Tu désherbes pas, toi, ici? Non, on désherbe pas et on essaye de pas gratter. Ça fait 15 ans que j'essaye de passer en bio.
et je viens juste de réaliser cet objectif. On n'a pas de tracteur ici, tu vois bien, c'est Ouais. tout à la main. Hein. Pourquoi est-ce qu'on attache la vigne? Ça sert à quoi? Chez nous, on veut capter un maximum de soleil en côte-rôtie. Donc on va la monter jusqu'en haut de l'échalas. Donc c'est pour faire en sorte que ce soit le plus haut possible et le Voilà. plus près du soleil. Et si on l'attache pas, elle tient pas. Donc, D'accord. Alors, voilà. là, j'abîme pas les feuilles Non, en non, faisant non, ça? non, t'inquiète pas, elles vont s'y remettre. Il faut serrer, mais sans trop. Et voilà, très bien. Un deuxième tour et Un petit nœud de j'attache. lacet. Et tu dois pas t'assurer que t'emprisonnes pas les grains de raisin. Regarde, on les voit, les raisins Ils ici. sont beaucoup plus bas. Oh, ils sont encore tout jeunes. Ouais, là, on ne sait pas encore si le raisin va aller jusqu'au bout ou pas. On croise les doigts. Vous travaillez toujours à deux avec Anna? Ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble? Ça doit faire 6 ans. Avant, je faisais un autre métier et puis j'ai décidé de changer. J'ai rencontré Julien et puis c'est parti. Hein. Faut dire que vous avez un cadre idéal aussi pour travailler. Et puis on est au calme, on est au soleil. Non, on est vraiment bien. Ouais, c'est un joli cadre de vie, c'est sûr. Hein. On a de la chance. La visite de Diana chez Julien et Anna ne pouvait pas se terminer sans faire un petit tour dans sa cave. On va goûter une bouteille qui a été produite là où on était. Ah, les Voilà. fameux côtes Un rôties. fameux côte rôtie Bon. qui fait l'unanimité. Et ça, bah, encore une fois, merci les Romains d'avoir commencé le travail. Ah oui, c'est un nectar. Eh ben, merci de ta visite, Diana. Merci beaucoup pour votre accueil Merci et à cette toi. dégustation. Il faut quitter les rives du Rhône pour s'enhardir à une vingtaine de kilomètres de là, dans le parc naturel du Pilat. Au cœur de ce paysage vallonné, Diana veut nous faire découvrir l'un des plus beaux villages de France, Sainte-Croix-en-Jarret. Cette ancienne chartreuse du XIIIe siècle a connu un destin hors du commun. C'est un exemple unique en France d'un ancien monastère de l'ordre des Chartreux, devenu après la Révolution française un village dans sa totalité. Diana retrouve Émilie Sabot, médiatrice culturelle, pour une petite visite de ce qui a été précieusement conservé du monastère originel. Diana, nous entrons dans le monastère et dans la première cour, celle qu'on appelle la cour des frères. Dans les monastères des Chartreux, il y a toujours deux types de moines, les frères et les pères. Et qu'est-ce qui les distingue? Les frères, ce sont ceux qui s'occupent de la vie matérielle du monastère. On retrouve le frère forgeron, le frère menuisier, le boulanger, chacun finalement permet la survie de la communauté. Donc c'est ceux qui sont dans la vie active. Voilà, les frères. Et puis les pères, eux, étaient vraiment dans la vie en ermite, dans le monde du silence et de la solitude, parce que ce sont les principes qui régissent l'ordre des Chartreux. Un ordre fondé par saint Bruno, où frères et pères vivaient séparés chacun dans une cour aux deux extrémités du monastère. Mais ils pouvaient parfois se croiser de l'autre côté de cette porte. Diana, on va maintenant entrer dans le petit cloître. Le cloître, c'est le cœur du monastère. Et pour passer cette porte, il faut forcément être moine. Nous, on va se l'autoriser. Oui, exactement. Ici, surprise, cette magnifique croix qui représente l'insigne des Chartreux. Que symbolise cette forme sphérique à la base? Plus que la Terre, c'est la représentation de l'univers. Et au-dessus du globe, on a la croix qui symbolise la supériorité du monde spirituel sur le monde terrestre. Pour pénétrer dans le domaine secret des pères, il faut emprunter ce long corridor. Voilà Diana, c'est ici que les 12 pères vivaient tout autour de la cour, chacun dans leur cellule, ce qu'on appelle l'ermitage.
Diana, cet ermitage, c'est vraiment l'endroit où le père Chartreux passe le plus de temps. Il y passe toute la journée. On a l'oratoire, donc c'est là que le père s'installait pour ses prières et les offices qu'il faisait en solitude plusieurs fois par jour. Il n'y avait pas de prière collective. La plupart des offices se font en solitude. Et juste à côté, on a son lit. Assez sobre, hein. Bon, il y avait un matelas, Un matelas quand même pour son confort. Bon, c'est quand même assez austère. Oui. Et il mangeait même ici, en solitude, la plupart des repas. Donc il s'installait ici, devant la fenêtre. Oh oui, dis donc, c'est une assez jolie vue. Ce que tu vois en bas, c'est leur jardin. Chaque père avait un jardin d'agrément où il cultivait des plantes médicinales surtout. Et ici, tu as aussi un exemple de l'habit que portait le père Chartreux. Qui n'a pas changé depuis le XIIIe siècle? Exactement, c'est le même mode vestimentaire depuis la fondation de l'ordre des Chartreux. Ah oui. La capuche qui va être cousue à la mort du moine devant son visage et finalement il est enterré directement dans son habit. Pour briser leur solitude, les Chartreux s'autorisaient une fois par semaine une promenade collective hors de leur vie monastique. L'une de leurs promenades favorites les portait à 1 heure de marche du monastère vers les roches de Marlin. Les Chartreux pouvaient d'ici admirer toute la vallée du Gier, qui s'étend à perte de vue, pour venir épouser un peu plus bas celle du Rhône. Ici, le fleuve délimite de part et d'autre de ses rives les départements de la Drôme et de l'Ardèche. Un territoire chargé d'histoire que connaît bien Grégoire Bouvier. J'ai grandi dans la vallée du Rhône, je suis passionné d'histoire, je suis tombé amoureux du patrimoine, qu'il soit bâti, naturel, culinaire. Je suis très heureux de vous faire découvrir aujourd'hui le patrimoine de ma région natale. Bon, on va préparer la manœuvre. Allez, Grégoire, je te donne le bout. Ce matin, sur le quai de Tournon, Allez, vas-y. Grégoire s'apprête à embarquer sur le bateau de Bernard Spitz pour une petite excursion sur le Rhône. Ça va, je me débrouille là. Ouais, allez, c'est bon. Bon, on est prêt. Allez, on y va se promener. À la manœuvre, Véronique. Le couple navigue depuis 30 ans sur tous les grands fleuves d'Europe et a depuis quelques années réalisé le rêve de faire aujourd'hui du tourisme de plaisance son métier. La balade sur l'eau débute au pied de la ville de Tournon, véritable sentinelle au cœur de la vallée du Rhône. Regarde, une vraie carte postale quand même, extraordinaire. T'as le premier collège de France, la passerelle, le château de Tournon. Le château de Tournon est considéré comme l'un des plus beaux châteaux d'Ardèche. Il témoigne du riche passé médiéval de la cité. Il faut savoir que l'enceinte de Tournon, quand même, il y avait 12 tours. Ah oui, d'accord. Donc pour dire l'importance féodale de Tournon. Et aujourd'hui, il nous en reste que 3. Le bateau qu'ont fait construire Bernard et Véronique est typique des bateaux à fond plat des mariniers qui naviguaient sur le Rhône au XVIIe siècle. Bernard, là, on est sur une sapine. Est-ce que je fais une erreur déjà quand je dis sapine? Oui, c'est pas vraiment une sapine. Mais il est d'inspiration d'une sapine. Il faut remettre dans le contexte historique, la sapine, c'était un bateau tout en bois, non motorisé. Et comme ça, elle dévalait le Rhône au fil de l'eau. D'accord. C'est génial, hein? Et pour du transport de marchandises? Effectivement, c'était avant tout en marchandises et par convoi. C'était plutôt périlleux, des fois beaucoup de courant, des fois pas assez de courant, donc il fallait vraiment être très, très bon. Ok. Le problème, c'était de remonter. Le problème, c'était plutôt de remonter. C'est pour ça que beaucoup de sapines ne remontaient jamais. Elles arrivaient en Arles ou à Beaucaire, et là, elles étaient démontées Ouais. et vendues pour le bois. Ah d'accord, donc Eh on oui, était parce sur que- un usage unique. Parce que c'était moins cher de remonter à pied avec l'argent en poche Ouais. pour pouvoir s'en payer une nouvelle Et la faire et redescendre. la faire redescendre. Extraordinaire quand même.
Du coup, ça remonte à un petit moment quand même, l'utilisation du Rhône. Depuis que le Rhône existe, hein, ça a toujours été une vraie voie de communication. C'était l'autoroute d'avant. Hein. Ouais. La seule chose, c'est que ces bateaux non motorisés, type Sapine, un petit peu dans l'esprit de ce bateau-là, ont disparu de leur belle mort, puisque en 1886, il est arrivé quelque chose dans la vallée du Rhône, et pas loin du tout, le train. Ouais. C'est le chemin de fer qui a tué la batellerie traditionnelle. Traditionnel. Là, il n'y a pas mieux pour visiter la vallée du Rhône. On a la Drôme, l'Ardèche. On profite du meilleur des deux côtés. Tout à fait. Être sur le fleuve, ça a une certaine magie. On est seul au monde. Hein. Ah bah moi, je peux dire que je suis bien là. Hein. On est bien. On est très bien là. On est très On n'est pas envahi par les bruits. Non. Il y a juste le bruit de l'eau et c'est très reposant. Voilà, c'est très apaisant. Il y a un attachement viscéral de tous les Rhodaniens à ce fleuve. On va doucement là. Tu aurais envie d'essayer un tout petit peu? Si tu me promets qu'on finira pas dans le décor. C'est simple, on est au milieu. Ok, je veux bien essayer. Alors. J'ai pas trop de zigzag là? Non, ça va. Ça va? La berge est loin. On craint pas grand chose. Non. Voilà. C'est quand même agréable. Hein. Comme sensation de. C'est bon, on glisse, ouais, on se laisse porter et on perd tout le stress. C'est pour ça que c'est un mode doux. On a un panorama quand même qui est extraordinaire. Voilà. On commence à voir le château de Crussol d'ailleurs. Oui. On le voit qui arrive voilà, là. qui est au loin là-bas. Moi, dès que je reviens dans la vallée du Rhône, j'aperçois ce château et là je me dis je suis à la maison. Je suis rentré. Ça y est, je suis chez moi. Perché sur son éperon rocheux, le château de Crussol a une position hautement stratégique pour les seigneurs qui l'occupent au Moyen-Âge. Ce positionnement leur permet de contrôler à la fois le déplacement d'éventuels assaillants et de s'enrichir en imposant un droit de passage sur les mariniers qui traversent le Rhône. Un privilège qu'exerce aussi la famille Adhémar, l'une des seigneuries les plus puissantes de la vallée du Rhône, qui a édifié ce remarquable palais médiéval sur les hauteurs de Montélimar. Un palais que connaît bien Grégoire et qu'il tient à nous faire découvrir en compagnie de Frédéric Luneau, une amie guide incollable sur l'histoire de ce lieu. Ça me fait vraiment plaisir de te revoir, Frédéric. Merci Grégoire, moi aussi. À chaque fois que je passe cette porte, ça me fait toujours un petit quelque chose. J'ai vraiment hâte de rentrer dans l'enceinte là. C'est un peu dur forcément. Voilà. Ah oui. Et voilà. Bienvenue au château de Montélimar. Toujours aussi beau, hein. Ça n'a pas changé. Bon alors il va falloir que je te rafraîchisse la mémoire un peu. Ah bah oui. Au XIIe siècle, les Adhémar construisent le château tel qu'on le voit aujourd'hui en pierre. Donc là, on est arrivé devant la façade du logis, c'est ça? Voilà, la façade ouest qui est pour moi la plus magique, puisque là on a une très grande entrée monumentale et puis on a cette frise de fenêtres qui couronne comme ça toute la façade. Regarde toutes ces colonnettes sculptées de façon différente, regarde ces arcatures. Ce sont des grandes fenêtres très décorées et surtout alignées. Hein. Et ça, c'est complètement exceptionnel et très étonnant au Moyen-Âge. C'est grand, c'est beau, et pourquoi tout ça? Habituellement, les châteaux forts, ils sont construits pour voir éventuellement les ennemis arriver. Là, ce palais, parce qu'on peut vraiment du coup le qualifier de palais, il est fait pour être vu et du coup pour signifier la puissance des seigneurs du lieu. La puissance des Adhémar à l'époque. Tout à fait. Et c'est le seul exemple encore en état aujourd'hui. De palais médiéval.
Ce palais, il était donc très visible depuis la ville, Oui. d'autant plus que les remparts qui l'entourent aujourd'hui n'existaient pas. D'accord. Alors qu'aujourd'hui, quand on se promène dans la ville de Montélimar, on ne le voit plus. Ouais. Parce qu'un peu plus tard, les deux co-seigneurs, qui étaient donc deux frères, Lambert et Géraud, sont devenus ennemis. Ah oui, donc Voilà. c'est l'histoire de famille. Et du coup, Géraud est resté dans ce château-ci et Lambert a construit un autre château juste à côté du premier. D'accord. Donc on comprend un petit peu les enjeux stratégiques. C'est ça. Et c'est à partir de ce moment-là que ce château de palais, il est devenu une forteresse. Pour se prémunir d'une attaque éventuelle de son frère ennemi, Géraud Adhémar édifie alors, au début du XIIIe siècle, un mur d'enceinte surplombé d'un chemin de ronde. Tu vois qu'il pouvait, de ce chemin de ronde, surveiller vraiment tous les alentours. Ah oui. Regarde, on voit très, On a très une loin. sacrée vue, ouais, effectivement. Ouais. Jusqu'au contrefort du Vercors, là-bas. Ah oui, là on a encore plus une vue à 360 bien dégagée. C'est ça. D'ici, on domine toute la vieille ville de Montélimar. Ouais. Et les Adhémar ont très vite compris que c'était un endroit stratégique. C'est une famille très importante parce que c'est elle qui a donné son nom à la ville de Montélimar. Pourquoi? Parce que la famille des Adhémar, c'était les Adhémar de Monteil. D'accord. Monteil, ça veut dire le petit mont. Le Petit Mont. C'est Le ça, le Petit Petit Mont, Mont? C'est où nous là où sommes. on est, ok. Voilà. Et Monteil-Adhémar. C'est devenu Montélimar. Voilà. Si la ville de Montélimar peut s'enorgueillir de posséder un tel bijou architectural, il est une autre fierté qui fait la renommée de la ville depuis près de 2 siècles. Le nougat. Avant de percer les secrets de sa fabrication, Grégoire nous emmène sur la propriété des frères Honoré. On va enlever ce qui est au pied, puis après on va venir le tailler. Comme chaque matin, Thomas et Quentin travaillent sur leur toute nouvelle plantation d'amandiers, le précieux fruit de cette friandise provençale. Les 2 jeunes hommes sont les dignes héritiers du savoir-faire d'une maison prestigieuse de nougatiers fondée à Montélimar en 1837. Salut Grégoire. Ça va? Je suis venu voir un peu les amandiers. Ouais, bah écoute, voilà la plantation de cette année. Tout ce que tu vois devant toi, là, ce sont donc des amandiers qui vont donc rentrer en production dans 3 ans. Donc à terme, avec ces amandiers, on arriverait à 70-80% d'autosuffisance au niveau des amandes sur nos besoins à la fabrique de nougat. Okay. Donc il va falloir être encore un peu patient. Ouais, exactement. Et en attendant, il va falloir s'en occuper. Je vais bosser là un peu? Ouais, tu vas un peu mettre la main à la pâte. Donc là, lui, en fait, on va lui laisser à peu près 20 bons centimètres. Ouais. Et on va juste venir couper ce qui est trop bas. De manière à ce qu'en fait, l'arbre, il dirige sa force en haut et pas dans les branches qui sont en bas. D'accord. Parce que c'est ici qu'on va lui demander après de faire du fruit, en fait. Ok, ça marche. Donc tu vas voir le suivant, je vais te laisser le faire. Celui-ci? Ouais. Donc là, je prends 20 cm. Voilà. Et tu coupes. Donc bien à ras, parce que si tu en laisses, en fait, il va repartir. Ok. Ça paraît rien comme ça, mais en fait, c'est ce qui va lui permettre de s'établir pendant les premières années. Tous ces coquelicots, ils ne dérangent pas la pousse des amandiers? Pour l'instant, ils ne la dérangent pas. Moi, je suis en agriculture biologique. J'ai fait le choix de rester en enherbement total. Ouais. On voit que partout, même à côté des rangs, il y a des semis que j'ai réalisés. À terme, ça va couvrir tout le verger. Thomas a rejoint l'exploitation familiale il y a seulement quelques années et s'est tout de suite pris de passion pour la culture des amandiers. Quant à son frère Quentin, même s'il vient parfois donner un coup de main dans les champs, il est avant tout le maître d'œuvre de la fabrication du nougat. À 5 minutes des champs d'amandiers, la petite équipe rejoint la fabrique de la fameuse douceur. À 27 ans, Quentin est aujourd'hui le dépositaire d'un savoir-faire artisanal transmis depuis 3 générations.
L'objectif des blancs, ça va être de donner d'une part la couleur, mais surtout de faire gonfler la pâte, de la faire se développer. Sans ça, après, on est sur quelque chose de trop liquide. Exactement. D'accord. Dans ce chaudron, les blancs d'œufs incorporés au miel de lavande forment une pâte qui constitue la base de la préparation. Et la fabrication, du coup, t'en as pour combien de temps? Alors pour un nougat tendre, c'est environ 3 heures. Le nougat dur, ça va être 1 heure de plus. Ah, c'est pas si long en fait. Ça peut paraître assez court, mais pour les mêmes opérations avec les outils modernes, on mettrait 1/4 d'heure. La pâte s'est bien développée. Du coup, on est prêt pour verser le premier sirop. Il faut faire attention à ne pas le verser trop vite, parce que 140 degrés, c'est très chaud. Sinon, ouais, ta pâte derrière, le risque, elle va retomber. Quentin, est-ce qu'il y a une recette secrète sous Béran? Alors, oui, il y a une recette secrète. Il y a forcément un truc. Vous vous en doutez, il y a quelque chose. Et notamment au niveau de la sélection, bien sûr, des matières premières. Les miels, les amandes qui sont très, très importants. Mais évidemment, il y a une partie qui se passe à la cuisson. Voilà. Et ça, que je peux pas vous ça dire. c'est secret. Ça, c'est secret. Voilà. Ce sont les anciens cuiseurs, moi, qui me l'ont transmis et j'espère le transmettre aux prochains cuiseurs aussi. Au bout d'une bonne heure de cuisson, la pâte est prête à recevoir les pistaches. Ça commence à sentir bon, là. Hein? Ouais. Puis, c'est au tour des amandes fraîchement torréfiées. La pâte, elle a pris de la consistance. Voilà, elle est bien blanche. On va pouvoir sortir la pâte du chaudron. C'est ce qu'on appelle tirer la cuite. Et c'est à Grégoire que revient l'honneur de tirer la première cuite. Un geste très délicat. J'enfonce un peu. Voilà. Je la... Encore un peu, mais c'est pas grave, vas-y. Hop, je fais tourner. Tu tournes. Parfait. Voilà. Yes. Là, j'arrive ici. Sous le bras. Voilà, sous le bras, ça va être bien. Sous le bras. Et là, hop. Voilà, tu racles. Je racle. Pas mal, pas mal. On est pas mal, là. J'adore. Le chef va nous dire s'il est content du travail ou pas. Vous avez fait ça comme des pros. Est-ce que tu veux le déguster? Encore chaud comme ça? Encore chaud comme ça. Ah oui. Donc en général, quand c'est chaud, on sent encore un peu plus le miel, qui ressort beaucoup plus. C'est la récompense pour mon dur labeur. Exactement. Merci beaucoup parce que je me régale. On te comprend plus trop, Grégoire. Je me régale. Je me régale. Si on peut partager, c'est avec plaisir. Ah ouais. C'est avec plaisir. Nous quittons la capitale du nougat pour une autre illustre ville de la vallée du Rhône, Carpentras. La cité fut elle aussi une capitale, celle du comtat vénessin, un état pontifical indépendant du royaume de France au XIVe siècle. Denis Meyer est un Vauclusien d'adoption. Tombé amoureux de la région il y a 20 ans, il s'émerveille en toute saison des magnifiques décors que lui offre la Provence. Mais ce matin, si Denis rejoint Jeanne Etcheberry à la cathédrale Saint-Siffrin de Carpentras, c'est pour une occasion bien particulière. Jeanne, jeune guide conférencière, va lui dévoiler une relique précieusement conservée dans une aile de la cathédrale. Denis, je voulais te montrer là un petit trésor qui est assez méconnu à Carpentras et pourtant qui fait vraiment partie de l'histoire de la ville. En fait, c'est ce qu'on appelle le Saint-Maur. Mort M-O-R-S, comme un mort de cheval. Un mort de cheval, d'accord. Qui est devenu le blason de la ville de Carpentras, et ça depuis le XIIIe siècle. Et en fait, si tu regardes bien, il y a la partie centrale qui serait un des clous présumés de la croix du Christ, rapportée par sainte Hélène. Pour la petite histoire, on dit que sainte Hélène, avec les clous de la croix du Christ, elle a fait forger un mort pour le cheval de l'empereur Constantin, son fils. Ouais. Et puis, elle a utilisé un autre clou pour la couronne de son fils. Comment, en fait, ça s'est retrouvé là? Parce que... Ça serait un croisé d'origine comtadine qui serait revenu de Constantinople avec et qui a fait un don à la cathédrale Saint-Siffrin. Et tu crois que là, on a face à nous réellement un clou de la crucifixion?
Les documents écrits dont on a la trace et puis toute l'analyse du clou, de la forge en fait du Saint-Maur en lui-même. On arrive à montrer que le mort en lui-même remonte à la période de Sainte-Hélène et de Constantin. Là, je découvre quelque chose. Je découvre ce petit trésor et donc il est présenté et protégé dans ce reliquaire. Et c'est un véritable joyau. Le socle, il est très joli là. Avec... Moi, c'est des pièces qui sont très travaillées. C'est un vrai petit trésor. Il lui fallait un écrin à sa mesure. À 2 pas de la cathédrale, Carpentras abrite un autre joyau de la ville. Derrière cette façade discrète se trouve la plus ancienne synagogue de France, encore en activité. Là, on est au rez-de-chaussée de la synagogue, dans les parties les plus anciennes, qui remontent au XIVe siècle. Et on va découvrir plusieurs pièces, notamment le mikvé, le bain de purification rituelle, qui est juste là. Allez, Denis, viens, on va descendre. Ah, impressionnant. Voilà, donc c'est un bassin entouré d'un escalier. Tu vois, il y a 6 volets d'escalier et qui permettaient du coup aux membres de la communauté juive de descendre et s'immerger complètement. À des fins de purification. Voilà, se purifier effectivement. Qu'est-ce qui fait que cette eau est plus purifiante qu'une autre finalement? C'est la présence soit d'une source, soit d'une nappe phréatique. Donc c'est ce qui explique la présence de ce mikvé ici et qui explique en fait toute la construction de la synagogue et du reste. Qui s'est fait autour. Voilà. Incroyable. Quand on voit à quel point l'eau est claire, oui. On se dit vraiment que ça va dans la démarche de purification. Voilà, le but étant, comme dans beaucoup de religions, d'utiliser l'eau comme symbole de purification. De purification. Et on arrive à la salle de prière. Magnifique. Superbe. On est vraiment dans un lieu exceptionnel, qui est chargé d'histoire, qui est unique. Tout a été refait au XVIIIe siècle, dans le style rococo, Louis XV, qui se caractérise donc par ses couleurs pastel, comme les boiseries bleu turquoise qu'on voit tout autour, et puis la notion d'illusion. Tout ce qu'on voit ici autour de l'Arche Sainte, c'est du trompe-l'œil. C'est du bois sur lequel on a imité le marbre. La communauté juive était très importante au XVIIIe siècle, à Carpentras? Dans l'histoire, la communauté juive a représenté à peu près 10% de la population carpentrassienne. Au Moyen-Âge, de nombreux juifs vont être pourchassés, menacés de mort en Royaume de France, mais aussi partout ailleurs, en Europe, en Espagne, etc. Et vont trouver une terre d'asile ici, en Comtat-Venessin, puisqu'ils vont être accueillis, en quelque sorte, par les papes. Alors, il faut nuancer, parce que cette protection présumée des papes envers la communauté juive, elle est ambiguë. Ils étaient limités dans les professions qu'ils pouvaient exercer. En quelque sorte, une liberté contrôlée. Tout à fait. À la fin du Moyen-Âge, ils avaient simplement la possibilité d'exercer 3 types d'activités. Tout ce qui était vente d'objets de seconde main, donc brocante, friperie, et l'usure, donc le prêt d'argent avec intérêt, une pratique qui était interdite pour les chrétiens. Pour les chrétiens, je crois, oui. Et qui, du coup, est revenue à cette communauté. Et ce régime de protection des papes a duré jusqu'à quand? Ça a perduré jusqu'à la Révolution française. En 1791, les Juifs obtiennent le statut de citoyen français. D'accord, ils vont pouvoir se mélanger à la population, commercer normalement. Ils deviennent beaucoup plus libres de leurs mouvements et de leurs activités. Si Carpentras possède un patrimoine bâti d'exception, un peu plus loin, d'autres merveilles attendent Denis. Des pépites enfouies sous terre au pied du mont Ventoux.
Allez, Molly. Où est-ce qu'elle est, là? Allez. Pour Alexis Jomard et sa chienne Molly, Là, il y a quelque chose, là. c'est la saison du cavage d'une truffe encore bien méconnue, la truffe d'été. Et ça va, c'est bon. Voilà. Donc le chien, vraiment, il doit marquer la truffe et s'arrêter. Et. Voilà, c'est bon. Et là, Eh ben, on la devine. L'idée avec ce picoulum, c'est vraiment de contourner, voilà. il faut bien creuser autour. Pour pas l'abîmer. Voilà. Ah, super. Voilà, petite rabasse, la truffe dite de Saint-Jean, truffe d'été. Voilà, tu vois, Ah petit ouais. veinage, chair blanche. Ah ouais, là, on peut pas se tromper. Blanc C'est vrai crème. que- Regarde, c'est assez... parce oui, que on sent... c'est assez ouais, léger. Ouais, c'est assez léger, ouais. La particularité de cette truffe d'été, c'est qu'elle a un parfum de noisette. C'est très subtil. Bon, on va essayer d'en trouver d'autres. Allez, avec plaisir. Allez, Molly, là. Allez. Tout doucement, elle va renifler un peu. Elle va tout ça. renifler un peu. Hein. C'est un compagnon. On est vraiment sur une belle relation de complicité. Allez, elle est où, là? Allez, voilà. Allez, c'est bien. Stop. Et voilà. Allez, Denis, on avait dit que c'était à ton tour. Ok, super. On peut commencer à contourner. C'est un peu comme l'archéologie. Ah ouais, ici, là, ouais. Dessous, tu fais levier. Magnifique. C'est plutôt pas mal. Voilà. Ah, super. Alors, on peut le caresser. Voilà. Bon chien. Doucement. Bon chien. Je te laisse donner la récompense. Bon chien. Super. Donc on est sur une truffe d'à peu près 50 grammes. Donc c'est la taille idéale hein, vraiment pour la cuisiner, faire des belles lamelles. On est sur du 500 grammes. Et pour goûter le précieux champignon, il faut à présent regagner la propriété familiale. Là on est sur la 5e génération. Waouh. Et le frère, salut. Comment ça va? Bien, bien, bien. Bon. Regarde ce qu'on a récolté un petit peu. Plutôt sympathique. Ouais, sympa, sympa. Chez les frères Jomard, Franck l'aîné est celui qui cuisine et qui accueille les visiteurs sur la propriété. On fait du réceptif, on accueille les gens. Voilà. Ils viennent truffer, ils viennent déguster, ils peuvent dormir. Voilà, donc c'est vraiment sympathique. Sa dernière recette, une burrata accompagnée de tomates confites, d'asperges et de noisettes torréfiées. Mais tout simple. De toute façon, la truffe d'été, ça ne demande pas beaucoup de technique, ouais, de préparation. Donc on va râper la truffe. Hein, regarde. On râpe comme ceci, juste dessous là. Tu vois, c'est joli. Hein. Et après, on en remettra après parce qu'on aime ça. Hein. Ensuite, on vient mettre nos tomates confites dessus, tu vois. On va mettre le pesto. Voilà. Et on remet de la truffe. Denis, attention les doigts. Donc je vais essayer. Comme ça. Ah, elle ne veut pas descendre celle-là. Si. Ouais, alors on va la remettre dessus. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on fait voilà, un peu joli comme ceci. Et là, on est bien. Voilà. Là, on va se mettre sur le coin du bar, là. On va se mettre la petite table, tranquille. Hop. C'est savoureux. Les parfums remontent dans le gosier, dans les narines. De partout. C'est excellent. Et parce que c'est toi, Denis, je te remets un peu de truffe. Merci. Voilà. Un petit coin de paradis ici. Le paradis. Le paradis. Le paradis. Le paradis. Il est un autre paradis pour les Vauclusiens, le mont Ventoux. Son imposante stature fascine depuis l'Antiquité les artistes comme les randonneurs. Et c'est sur les flancs du géant de Provence que Denis s'apprête à vivre une aventure inoubliable. Ça va, Denis? Ouais, impeccable, merci. En compagnie de Nicolas Onde, moniteur de parapente, Denis se prépare pour un envol depuis la face nord de la montagne. Cette montagne, finalement, tu la connais par cœur. J'ai eu la chance d'énormément la survoler, oui. Merveilleux, cette neige qu'on a. Ouais, incroyable. Ah là là, c'est incroyable, ces sommets. Ça, c'est les écrins. Les écrins. Donc, c'est les Alpes de Haute-Provence. Ah, regarde ça. Génial. Magique, hein? Fantastique.
Dominant la vallée du Rhône, c'est l'un des plus grandioses panoramas d'Europe qui s'offre. Ça va être mon premier vol parapente du Mont Ventoux. Ah ouais, bah là, c'est vraiment... Pour moi, c'est vraiment un grand privilège. Et le sommet, il est où? Il est là, le sommet, à 1912 mètres d'altitude. Ah bah, il va falloir y aller, on va s'y mettre. Ça va, t'es chaud? Ouais. Ok, ouais, tu vois. J'espère. Ouais, ça reste quand même quelque chose d'assez accessible. Là, tu sais, le parapente, je crois que le doyen du Vaucluse dans les parapentistes, il a plus de 90 ans. Tout le long du vol, on va être reliés l'un à l'autre. Là, la voile, elle va arriver au-dessus de notre tête. Là, je vais dire, allez, c'est parti, Denis, on court. Et même si tu te sens décoller, tu continues à cavaler. Ça va? Ouais, pas de problème. Cool. 1, 2, 3, allez, on cavale. Allez, on cavale, on cavale, on cavale, on cavale, on cavale, on cavale. La voile, elle monte, elle monte, elle monte. Et là, on y va. Allez, on reste bien debout, on court, on court, on court, on court, on court, on court, on court. Wow, génial, super. Nous voilà dans les airs, en parapente, mon Charlie. Super. Bravo, Nico. Magnifique. Que c'est beau. C'est incroyable, hein? Frôler en fait la forêt là, juste au-dessus de la cime des arbres, c'est vraiment splendide. Comme des oiseaux. C'est dans ce paysage à couper le souffle que notre voyage s'achève. Imperturbable, la vallée du Rhône poursuit quant à elle sa route jusqu'au rivage de la Méditerranée.